Bonjour à tous. J'imagine que tout ce temps que vous êtes, vous avez un jour ou l'autre répondu à cette question. Et toi, de quel signe es-tu? Question à laquelle il n'est pas très difficile de répondre, mais pourquoi cette demande? Qu'est-ce que cela change que vous soyez poisson, bélier ou encore gémeaux? Pour certains, rien. Alors que pour d'autres, votre signe peut leur donner des informations sur les traits principaux de votre personnalité, voire même sur votre avenir. Ça s'appelle l'astrologie, c'est un art divinatoire, une parascience, tout comme la cartomancie, la numérologie, la géomancie. Il en existe des dizaines et des plus connues, comme celle que je viens de citer, aux plus confidentielles, telles que l'ologimancie, la divination par le hurlement des chiens. Alors, j'en conviens, pour les plus sceptiques d'entre vous, cela peut porter à sourire, mais êtes-vous si nombreux que ça ? Eh bien, à en croire les résultats d'une enquête IFOP sur les Français et les parasciences en 2020, 58% d'entre nous croient à au moins l'une de ces disciplines et 1 sur 4 passe le cap de la consultation. Mais s'il y a un chiffre à retenir, c'est 75%. 75% des moins de 35 ans sont adeptes et croient dur comme fer à une ou plusieurs de ces disciplines, qui sont probablement aussi vieilles que l'humanité. Alors vous l'aurez compris, longtemps raillés, longtemps moqués, les arts divinatoires reviennent sur le devant de la scène, et ça n'est pas une prédiction, c'est un fait, et on en parle tout de suite avec mon invité. Youssef Sissaoui, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur et cofondateur et président de l'INAD, l'Institut national des arts divinatoires, qui existe maintenant depuis plus de 35 ans presque. 33 ans. 33 ans exactement. Je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais déjà qu'on commence par rappeler certaines choses concernant les voyants, les devins. D'ailleurs, comment on les appelle? Quels sont les termes exacts qu'on doit utiliser quand on parle de personnes qui maîtrisent les arts divinatoires? C'est des voyants, des médiums. Des mages? Des Non, devins? non, pas du tout. Les mages ne courent pas les rues. J'en ai jamais vu un courir dans la rue. D'accord, donc voyants, médiums. Des voyants, médiums, numérologues. D'accord. Voilà. Et puis on peut aussi rajouter les astrologues. Les astrologues. Bon, éventuellement, parce que l'astrologie est exercée pour conforter un petit peu la voyance. Voilà. Ah, la voyance et l'astrologie peuvent aller de pair et se complètent. Oui, l'astrologie n'est pas... L'astrologie prédictive, elle n'existe pas. En fait, c'est une véritable carte routière. Mais par contre, la voyance, c'en est une. Mais les voyants ne courent pas les rues non plus. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, on estime qu'il y a 100 000 professionnels dont 95% sont des gens, des faiseurs d'argent, des affabulateurs. Donc en fait, en gros, il y a 5000 voyants en France. Tout à fait, absolument, et je le maintiens. D'accord. Comment devient-on voyant? Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça s'acquiert? Est-ce que c'est héréditaire? À quel âge on se rend compte qu'on a un don et comment on le perçoit? Est-ce que d'abord, quand on se rend compte qu'on a quelque chose de différent des autres, est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça inquiète un petit peu quand on est jeune? Ou est-ce que ça s'apprend? Est-ce que moi, demain, vous pouvez m'apprendre à devenir voyant? Non, je ne peux pas vous apprendre à devenir voyant, mais devenir cartomancien, oui. Parce que devenir cartomancien, c'est apprendre les cartes, tout simplement, les interpréter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens ils disent qu'ils font de la tarologie à distance par le net, ça n'a aucune valeur. Parce que la cartomancie, quand elle est tirée dans un cabinet, dans un cadre feutré d'un cabinet, parce que vous allez pouvoir battre les cartes et les imbiber de votre magnétisme. Et là, c'est vos aspirations, vos ambitions qui vont ressortir. Bon, donc, le don de la voyance, être un voyant, c'est véritablement avoir un don inné, un don de naissance. Que vous avez. J'espère, oui. Non, mais c'était pas... Oui, oui, tout à fait. Et vous l'avez su à partir de quel moment? Comment ça s'est traduit? Quand vous avez pris conscience que vous aviez quelque chose? Est-ce que d'abord c'est héréditaire? Est-ce que c'est une longue lignée dans votre famille qui a un don? Comment ça se passe? Tout à fait. Là, je l'ai raconté déjà plusieurs fois. C'est un don héréditaire. D'accord. Mais je me suis aperçu simplement à l'âge de 6 ans, parce que pendant la guerre d'Algérie, il y a une grenade qui a été lancée dans un cinéma, et j'étais parmi les spectateurs. Voilà. Donc, et c'est là où justement, où je sentais que j'avais énormément de sang sur moi, je pensais que j'étais blessé, et la première des choses que j'ai pensé à mes frères qui étaient avec moi, et la première information que j'ai reçue, c'est une voix interne qui me dit « ils sont sains et saufs ». Quelque chose à peu près ça. Voilà. D'accord. Et là, vous vous êtes dit... À partir de ce moment-là, j'ai su que j'avais une possibilité, j'avais un pouvoir, entre guillemets, justement, de divination.
Alors, je le disais en préambule, beaucoup de Français et Françaises croient aux arts divinatoires et presque autant n'y voient que des charlatans et de l'escroquerie. Pourquoi cette radicalité selon vous? On va mettre de côté pour l'instant tout le côté malfaisant, escroquerie et tout. Pourquoi cette radicalité? Est-ce que c'est parce que les gens ont peur de savoir? Est-ce que c'est parce qu'ils ne maîtrisent absolument pas et ils ont des idées préconçues sur cet univers et donc ils balayent ça de la main, c'est un manque d'information? Qu'est-ce qui fait que ce soit aussi clivant selon vous? Permettez-moi de vous dire simplement, toute personne qui dit qu'elle ne croit pas à la voyance, je peux dire simplement c'est tout à fait faux. C'est parce que les gens ont peur simplement de savoir ce que l'avenir leur réserve. Ils ont peur que quelqu'un puisse lire dans leur esprit et leur dire leurs défauts, le cas échéant. Les influencer. Les influencer. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas être influencées. Et il faut respecter leur choix. On ne peut pas influencer quelqu'un. Si on veut influencer quelqu'un, c'est comme si un peu aller fouiller dans son portefeuille et regarder ce qu'il y a dedans. Donc il faut respecter le choix de chacun. Alors, on a compris, il y a plusieurs dénominations, plusieurs arts, ils sont divers et variés. Camille Poilvé, qui est une journaliste de Télé-Sud, a préparé un sujet qui revient un petit peu sur tout ça et qui clarifie 2-3 petites choses sur ce monde un peu énigmatique. On regarde son sujet et on se retrouve juste après. Depuis la nuit des temps, l'homme a regardé les étoiles, cherché des signes. En parallèle des religions, les arts divinatoires sont apparus. L'astrologie, la voyance ou la nécromancie, certains sont connus et acceptés officieusement dans nos sociétés. Pourtant, entre l'astrologie et la nécromancie, il existe une différence sémantique flagrante. Le suffixe logie vient du grec logia, qui signifie la science. Le suffixe mancie, quant à lui, implique une dimension fantastique qui relève de l'occulte. Les arts divinatoires se scindent en deux parties, la voyance et la mantique. Ces dernières sont basées sur les pronostics, mais parviennent à des résultats différemment. La voyance est dite naturelle et intuitive, tandis que la mantique, elle, serait artificielle et technique. Nombreux sont ceux qui ne considèrent pas du tout les arts divinatoires comme de la science, les associant même à du charlatanisme. Si les arts divinatoires ont pu se répandre autant et ce, dans toutes les sociétés dans le monde, c'est certainement par la peur rationnelle de la mort que nous avons chacun en nous. Trouver un moyen de connaître son futur ou alors de comprendre les signes de notre vie quotidienne semble important pour beaucoup de personnes. Alors que les signes auxquels nous faisons face au quotidien sont pluriels, leurs interprétations et la manière de les décrypter le sont aussi. Ainsi, les arts divinatoires sont presque infinis. Si la taromancie est une divination très connue et répandue, l'oniromancie ou la divination par les rêves l'est certainement tout autant. Dès l'Égypte antique, les populations étaient convaincues que les dieux s'adressaient à eux directement à travers leurs songes. Les arts divinatoires n'ont plus la place qu'ils avaient lors des siècles derniers, certainement à cause de la mauvaise image qui leur est associée. Pourtant, grâce aux réseaux sociaux, on peut observer un nouvel intérêt pour ces arts de la part de la jeunesse. Alors comment expliquer ce regain de la part des jeunes ? C'est une bonne question que pose Camille Poivet. Comment ça se fait que les jeunes se retrouvent et cet engouement autour de tous les arts divinatoires? D'ailleurs, avant que vous me répondiez, une autre question en écoutant le sujet de Camille. Toute cette multitude d'arts, ils sont tous aussi sérieux les uns que les autres, ils valent tout. Parce qu'en préparant l'émission, je crois qu'il y en a presque 200. Non, c'est une création d'esprit de gens qui veulent simplement se différencier par rapport à d'avoir d'autres mancies, mais qui n'ont aucune valeur réellement. N'importe qui peut faire n'importe quoi demain et donner une force et crédit à cette mancie qu'il a découverte. En fait, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt parce que les mancies les plus connus, les plus perspicaces, les plus fiables. Et les efficaces, oui. Oui, donc c'est la tarologie, les différents jeux de cartes, et plus particulièrement le tarot de Marseille et le jeu de Mademoiselle Lenormand. D'accord. Donc qui sont les plus connus et qui sont les plus fiables. Il y a un jeu aussi d'un grand voyant qui est décédé, qui était exceptionnel, c'est Béline. Qui avait fait un jeu qui est aussi très intéressant à pratiquer. Donc si demain je rencontre quelqu'un qui me dit « si tu me donnes 50 €, je peux prédire ton avenir dans les aboiements de ton chien », je ne le crois pas. Alors là, c'est encore une trouvaille, les aboiements des chiens pour faire la voyance, comme sur les fesses, j'ai vu ça dans une émission de télévision, et je trouve ça d'un ridicule affligeant.
Alors, pour revenir à la première question que je vous posais, c'est qu'est-ce qui fait que les jeunes soient rentrés de plein pied dans cet univers? C'est quoi? C'est le côté un peu énigmatique, un peu fantasmagorique? Le côté mystérieux, le côté évasion, le côté mystérieux, le côté un amusant. Quelque part, c'est un peu ludique. Pour eux aussi, c'est un jeu amusant pour les grands et les petits, finalement. D'accord. Généralement, les thèmes récurrents, c'est l'amour, le travail, la santé. Est-ce que les voyants qui consultent, les voyants sérieux qui consultent, sont également des éponges des maux de la société? Est-ce qu'il y a des modes? Est-ce qu'ils perçoivent? Est-ce que là, j'imagine que tout le monde a demandé s'ils allaient être soignés du Covid, s'ils allaient s'en sortir? Est-ce que quelque part, c'est pas un peu un miroir des angoisses de nos sociétés? Vous avez parfaitement raison. C'est un véritable miroir. Les voyants sérieux, j'entends, ce sont des gens qui font face tous les jours à de véritables drames humains. Et leur rôle est essentiel parce qu'ils suppléent dans une certaine mesure, dans certains cas, le rôle du psychiatre ou du psychologue. Voilà. Et c'est très important. Donc ces voyants, contrairement aux charlatans, aux escrocs qui racontent tout et n'importe quoi à tout venant, et toute la journée, là, il n'y a pas de différence. Une question toute simple, parce que tout à l'heure vous me disiez que les personnes dans le désespoir, dans la détresse, le voyant pouvait suppléer le psychanalyste, le médecin. Qu'en est-il de la religion? Parce que c'était un peu l'office des curés, d'aller se confesser, de pouvoir vider son cœur à quelqu'un de confiance. La voyance et la religion, est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est incompatible? Comment ça se passe? En fait, tout à chacun dit que ce n'est pas compatible la religion avec la voyance. Or, toutes les religions, tous les croyants, qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens, catholiques, bon, tous, ils croient à la voyance. J'ai même fait un débat un jour dans le sud de la France avec un prêtre qui contestait la voyance, puis finalement, à la fin, il était obligé de l'admettre. Comment vous avez fait pour réussir à le convaincre? Là, je lui ai révélé un certain nombre d'éléments qui sont connus de lui seul. Qui l'ont troublé et il était devant le fait accompli, il ne pouvait pas... Voilà. D'accord. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de la religion et de la voyance. Si la voyance est une croyance, la religion, à mon avis, il me semble que c'est un véritable dogme intangible. Par contre, voyance et comment on appelle ça, spiritualité, en fait, quelque part, elles vont de pair. Ouais. C'est pour ça qu'elles vont de pair, mais aujourd'hui, malheureusement, les églises se vident, alors que l'Église avait un rôle essentiel par le passé. Aujourd'hui, les églises se vident et les cabinets de voyants se remplissent. Et ça, et pourquoi? Parce qu'il y a un acharnement publicitaire qui arrive à convaincre tous les sceptiques que la voyance existe, que les médiums et les voyants, les charlatans et les escrocs sont des faiseurs de miracles, alors que ce n'est pas le cas du tout. Et c'est pour ça que l'information et la prévention du consommateur est un élément essentiel. Alors, justement, on va aborder cette partie qui est un de vos combats, qui est cette lutte, on l'a compris avec vos propos, on sent que véritablement, votre combat, c'est de mener à l'encontre de tous ceux qui, en fait, détournent et donnent cette triste image de la voyance, que vous appelez des escrocs, des charlatans, des voleurs, des faiseurs d'argent. Vous avez déclaré, vous venez de le faire tout à l'heure, qu'entre 90 et 95% des voyants en France sur les 100 000 ne l'étaient pas. Comment se fait-il que vous ne soyez pas, que ce ne soit pas encore une activité professionnelle, qu'il n'y ait pas des statuts officiels vis-à-vis de l'État? Comment ça se fait que si demain je me fais escroquer par un voyant, c'est un chemin de croix pour prouver que... Pourquoi vous n'êtes pas considéré comme un ordre, comme l'ordre des médecins, ou comme une profession libérale, ou comme l'ordre des avocats? Est-ce que les autorités et le gouvernement font la sourde oreille, ne vous prennent pas au sérieux? Parce qu'en plus, votre combat, c'est avant tout pour protéger les gens. Nous sommes intervenus régulièrement depuis 1987 auprès de tous les présidents de la République sans succéder, auprès des premiers ministres, auprès des ministres de la Justice, auprès des ministères de l'Économie et des Finances. Nous avons eu une première satisfaction au ministère de l'Économie et des Finances en 2010 qui a reconnu la charte morale et professionnelle que nous avons créée
Alors, je veux bien que vous preniez 2 secondes pour nous expliquer ça au sein de l'IDAT, parce que c'est très très important ça. C'est que vous êtes, vous avez poussé à ce qu'il y ait une charte professionnelle avec un code déontologique, avec un mode de fonctionnement pour justement dissocier les 5000 vrais voyants des 95 000 autres. Comment ça se passe? C'est quoi cette charte? En fait, cette charte morale et professionnelle qui a été soumise préalablement au service de loyauté de la DGCRF et puis après recommandée par le ministère de l'Économie et des Finances, elle est de nature à permettre à tout un chacun d'évoluer en toute quiétude dans le monde de la voyance. Si les professionnels veulent la respecter, ils ne pourront pas se rendre responsables d'abus ou d'escroquerie. Et si les consommateurs la consultent avant d'aller voir un voyant, ils sont sûrs de ne pas être escroqués. Parce qu'ils sauront quoi faire pour mettre un barrage immédiatement auprès du voyant qui veut les escroquer ou les tromper. Donc, aujourd'hui, le cheval de bataille, pour parler de ça, le cheval de bataille des véritables escrocs, des manipulateurs professionnels, c'est le retour d'affection. Parce qu'aujourd'hui, le monde de la voyance, le sentiment, l'amour, c'est la tête de gondole, quoi. C'est la tête de gondole. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font escroquer de 1 000 à 250 000 euros. Nous avons une vedette de la télé-réalité, il n'y a pas longtemps, qui a été escroquée d'1 300 000 euros. Donc, c'est gravissime. Et la personne qui l'a escroqué, nous l'avons fait condamner par la justice, justement, parce que nous avons dit qu'elle n'était pas recommandée. Elle n'était pas recommandée. Et c'est pour ça que nous sommes aussi un peu la tête de turc de tous les escrocs, tous les faiseurs d'argent, tous les manipulateurs. On vous menace? On a été menacés par le passé. Et puis, depuis, maintenant, on est un peu plus respectés. On est plus respectés parce que nous sommes loyaux dans notre démarche et dans nos agissements. Parce qu'on essaie, dans la mesure du possible, de trouver toujours un compromis amiable de nature à satisfaire les 2 parties en cause. Voilà. Et c'est pour ça qu'on évite également, en réglant ce problème à l'amiable, d'envoyer des gens devant les tribunaux. Mais en dernier ressort, si le professionnel responsable de l'abus ne respecte pas, ne rembourse pas sa personne pour l'argent qu'il a encaissé sans contrepartie, nous faisons plutôt nos établissements en rapport d'expertise et nous l'adressons avec la plainte de la victime au procureur de la République. Et la plupart du temps, toutes nos démarches sont suivies des faits. Il y a beaucoup de gens qui ont été condamnés, malheureusement. Je dis malheureusement, pourquoi? Parce que nous, on est contre la condamnation des gens. Mais là, c'est pour permettre simplement de moraliser la profession. Ça, c'est important. Le rôle de la puissance publique aujourd'hui est normalement, il devrait y avoir un homme politique censé, l'oreille attentive et sensible aux problèmes de nos semblables et dire, OK, aujourd'hui, on ne fait pas une loi, ça va mettre du temps, mais prononcer un décret-loi, faire un décret-loi permettant de recenser tous les professionnels qui travaillent d'une façon illégale et anarchique. Ils escroquent des gens sous le couvert d'un pseudonyme. Et ils escroquent les gens, ils disparaissent de la nature. On ne les retrouve plus. Voilà. Absolument. Alors, dans ces escrocs et ces charlatans, il y en a certains que vous cibliez particulièrement. Ce sont les marabouts africains, qui pour vous est un véritable fléau et qui est désastreux d'abord pour les vrais marabouts. Télésud est une chaîne qui est très présente en Afrique, bien évidemment. Donc là, on aborde un sujet qui est important pour nombreux de nos téléspectateurs. Avant de vous entendre, je voudrais juste que l'on regarde le reportage de notre correspondant au Bénin, qui est une terre de vaudou importante, Kevin Sonsi, qui est allé à la rencontre de 2 marabouts, alors de 2 prêtres vaudous qui sont installés, référencés, qui sont considérés comme des gens très sérieux et qui dénoncent eux aussi ce que font les autres. On regarde et on en parle juste après aussi. Utilisé autrefois pour lire et prédire l'avenir sous différentes formes, l'art divinatoire est cependant la chasse gardée jusqu'à nos jours des marabouts, des initiés et des prêtres communément appelés au Bénin Bokono. L'art divinatoire, c'est cet art-là, n'est-ce pas, qui permet de prédire le passé, de parler du passé, du présent et de l'avenir. Lorsque vous allez chez un devin, un prêtre de Fa, qui prend son chapelet divinatoire, il peut vous dire, sans que vous ne lui parliez, il peut vous parler à travers son art, s'il le maîtrise bien, s'il est authentique, il peut vous parler de votre avenir, de votre passé, de votre présent et prédire l'avenir. C'est ça. Et l'art divinatoire, c'est en quelque sorte l'œil ou bien la langue de toutes les fétiches sur cette terre.
Ça leur permettait de comprendre ce que les divins sont en train de dire, nos ancêtres, les fétiches sont en train de passer comme message. Ça leur permettait de comprendre tout cela. L'art divinatoire se présente cependant sous différentes formes et utilisé selon le degré d'initiation des uns et des autres. La géomancie, c'est un art divinatoire et les jets de Kori et l'appel aux fétiches, et les fétiches parlent, d'autres disent ça à guet. Il y a aussi ceux qui essaient de consulter avec des porcelaines blancs et autres là. Bon, il y a plusieurs divinatoires au fait, mais celui qui est le plus utilisé chez nous au Bénin ici, c'est le Fa, qui est la géomancie. Le respect des prescriptions issues des consultations des différentes méthodes utilisées dans l'art divinatoire est important. Lorsque le Ifa vous oriente et vous parle et vous prédit l'avenir, essayez de respecter les principes. C'est important, il faut essayer de respecter les principes. Si vous ne respectez pas les principes, vous risquez d'essuyer des revers. C'est ça le côté négatif. Vu le nombre de faux marabouts, faux prêtres et faux devins dans le monde aujourd'hui, il est important d'être prudent pour ne pas se faire arnaquer ou gruger. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est Bokono, parce qu'il y a d'autres qui cherchent à avoir le gain facile et se lancent dans des trucs parce qu'ils savent que avec cela, ils peuvent essayer d'escroquer ceux de l'Occident. Aujourd'hui, beaucoup se sont appropriés l'art divinatoire pour escroquer, excusez-moi du peu, je préfère dire la vérité, pour escroquer, pour ventiler du faux, pour faire de l'arnaque. Non, les vrais sont les vrais, les authentiques existent. Nous avons les authentiques et lorsque vous rencontrez les authentiques, ils sont des initiés. Monsieur Sissaoui, quand vous entendez ces prêtres, alors il faut recontextualiser. Ce sont des gens qui pratiquent un art dans un pays avec une communauté qui a l'éducation et qui comprend et qui perçoit correctement. C'est sûr que si on transpose ça dans le 16e arrondissement à Paris, ça va dénoter un petit peu. Qu'est-ce que vous reprochez principalement à cet univers-là des marabouts, pour faire une généralité? Alors, si vous permettez, moi j'approuve totalement ce qu'on vient de voir. D'accord. J'approuve totalement, je le respecte. Moi j'ai des amis africains partout. Et je considère simplement que ce genre de discours qu'on entend, on ne l'entend pas beaucoup. Pas assez. Pas assez, pas assez. Nous, ce qu'on reproche, ce n'est pas aux bons marabouts, parce que nous, on reproche à ceux qui se prétendent être des marabouts et qui discréditent les vrais marabouts, qui ont un rôle social à jouer, un rôle humain, social. Ils aident, ils réconfortent leurs semblables. Il y a des marabouts qui sont exceptionnels dans leur pays. Mais ici, malheureusement, il y a plein de faux marabouts qui sont en réalité de piètres voyants et qui profitent de cette situation pour salir non seulement les marabouts, mais aussi donner une piètre image de leur pays. Ouais. Et ça, c'est ce qui est dommage. Et justement, c'est très bien que vous le disiez parce que en préparant l'émission, j'ai échangé avec notre correspondant, avec Kevin Sonsi, qui m'expliquait qu'au Bénin, il y avait vraiment une politique actuellement pour faire la chasse à tous les escrocs, et quelqu'un qui est pris sur le fait de pratique de marabout alors qu'il ne l'est pas, c'est prison directe. Vous trouvez que c'est une bonne solution? C'est un peu excessif, mais en tout cas, ça a tellement d'importance là-bas que... Non, je trouve que c'est très bien, mais déjà avant d'arriver à la prison, je crois qu'il faut que les gens soient prévenus. Il faut faire de la prévention pour éviter justement des extrêmes. À mon avis, aujourd'hui, ce qui est très important, simplement, il faut que la population, il y a une population fragilisée par les aléas de la vie, qui croit à tout et n'importe quoi. Bon, il y a n'importe qui. Il y a n'importe qui, exactement. Alors c'est pour ça que les vrais marabouts devraient quand même, les marabouts en France, en tout cas s'il y a quelques marabouts en France, sur les 6 000 marabouts en France, il peut y avoir peut-être une trentaine, une quarantaine, pas beaucoup, mais ceux qui sont en France, ce sont des gens qui sont rendus responsables de graves abus. Et c'est des 30, 40 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros. Ce ne sont pas simplement les Béninois, marabouts béninois ou pseudo-marabouts, ce sont les Nigérians, les Togolais, les Sénégalais, c'est toute l'Afrique. Oui, l'escroc est international. Les Marocains, des Tunisiens, il y a de tout. Aujourd'hui, nous mettons dans le même sac tous les escrocs, quelle que soit leur nationalité ou leur religion. D'accord. Alors, on arrive au terme de l'émission. Je pense qu'il serait bon de rappeler un petit peu 2-3 petites choses. Donc d'abord, voyant, c'est un don, ce n'est pas quelque chose qui s'achète, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert, c'est héréditaire éventuellement familial, mais c'est un don, c'est quelque chose
qui est inné. Voilà. On ne s'improvise pas voyant. Non. On peut apprendre à maîtriser les tarots, la numérologie peut-être aussi. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Après, la compétence, elle est sur l'interprétation, j'imagine. Oui, mais seulement le seul problème, c'est que la tarologie, elle ne peut pas se faire, contrairement aux idées répandues aujourd'hui sur le net, on ne peut pas faire tirer un jeu de cartes, justement, pour une consultation à quelqu'un qui est au bout du fil. C'est impossible. Il faut être présent. Il faut une bonne consultation de tarologie, c'est en face de la personne. Parce que la personne, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'elle batte les cartes. Elle imprègne de son magnétisme le jeu de cartes. Donc tout ce qui se fait par téléphone, par mail, par... Ça n'a aucune crédibilité, en tout cas pour nous. D'accord. Les spectateurs qui nous regardent, qui voudraient s'intéresser, qui cherchent un voyant, un cartomancier, un chiromancier ou autre, pour être sûr d'avoir la bonne personne, le bon interlocuteur, en tout cas quelqu'un d'honnête qui fait correctement son travail, il suffit de se rendre sur votre site, l'INAD, je crois que c'est ça. Il y a des conseils très appropriés, justement, pour bien consulter. Si des marabouts français honnêtes ont envie aussi d'être listés par l'INAD et d'être référencés par l'INAD, c'est possible ? Moi, je pense qu'ils peuvent être référencés. L'INAD peut soutenir des marabouts qui veulent faire ça, mais parce qu'ils connaissent beaucoup mieux le milieu, les mentalités et les pratiques. Si un organisme associatif veut se créer pour les marabouts, par un marabout, par des marabouts, nous nous engageons à leur porter notre concours pour les aider à véritablement monter cet organisme, qui les engage aussi. Parce qu'en sélectionnant des marabouts, ça va les engager. D'accord, oui, effectivement, oui, c'est un parrainage, donc ils s'impliquent. Si vous aviez un conseil, pour terminer l'émission, un seul conseil à donner à tous ceux qui nous regardent et qui seraient attirés ou qui ont envie de faire la première démarche, le premier pas, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? La première des choses à faire, s'ils sont sollicités par téléphone pour une voyance, de ne jamais répondre à ça. De ne jamais accepter une voyance supérieure à 100 € par téléphone. Jamais. Youssef Sissaoui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été présent sur Télésud. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Télés Plus. Et d'ici là, vous le savez maintenant, continuez à regarder Télésud pour rester bien évidemment informé. À très bientôt. Au revoir.